Alors, paradoxalement, les interventions sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux courent toujours le risque d'être un peu arides. J'espère que ce ne sera pas le cas. La présentation va rentrer directement dans le cœur du sujet. Il y aura deux parties. Une première partie qui repose un certain nombre de principes sur le SDAGE, et puis une deuxième partie qui décline plus le contenu du document. Au commencement des travaux sur l'élaboration du SDAGE, le comité de bassin doit se poser en fait la question des grands enjeux de notre bassin et des questions importantes qui y sont liées, c'est-à-dire comment faire pour répondre. Il doit se poser la question des actions à mener, de comment faire pour répondre à ces grandes questions importantes. Pour ce SDAGE-là, qui est actuellement en vigueur, qui est donc le SDAGE 2016-2021, il a fait le choix de resserrer les questions importantes en passant de 4 questions importantes de 15 questions importantes sur le SDAGE précédent à seulement 4 questions importantes, ce qui est un souci de simplification et aussi de lisibilité de ces questions. Elles sont donc, l'une traite de la qualité, correspondent des enjeux relatifs à la santé humaine, à la qualité des milieux aquatiques, et puis également à la satisfaction des usages. Pour les milieux aquatiques, c'est le souci de préserver des milieux aquatiques vivants, qui est un souci qui est une grande constante d'ailleurs du comité de bassin, puisqu'on retrouvait déjà ces idées dans le premier SDAGE de 1996. Autour de la quantité se pose la question du partage de la ressource, mais également de l'adaptation des activités humaines à cette ressource, notamment en période de crise, que ce soit des crises liées aux inondations, des crises liées à la sécheresse. Et enfin, il y a la question importante de la gouvernance, et là on est très clairement dans l'actualité aujourd'hui, avec la question de l'organisation des compétences, mais également de la bonne utilisation des moyens, que ce soit des moyens humains ou des moyens financiers. Une autre façon de présenter les questions importantes, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, quand on fait un exercice, qu'on écrit un document de 14 pages ou qu'on identifie 4 questions importantes, on est un peu obligé, c'est un exercice obligé, de découper la vie en tranches. Et puis la vie, elle n'aime pas être découpée en tranches. Et il faut garder en tête qu'entre la qualité de l'eau, entre la quantité et aussi la bonne fonctionnalité des milieux aquatiques, il y a des interrelations et il ne faut pas les oublier. Et enfin, pour que le SDAGE ne soit pas qu'un document de papier, mais qu'il soit effectivement mis en œuvre, les questions de gouvernance sont très importantes. Et ce qu'on peut dire également par rapport à cette journée, c'est que l'ensemble de ces questions interfèrent avec les questions d'urbanisme, c'est-à-dire d'aménagement du territoire, de développement économique et de protection de l'environnement. Pour nous, pour le comité de bassin, l'enjeu de la prise en compte de l'eau dans la ville, c'est que les politiques de l'urbanisme contribuent aux enjeux du bassin Loire-Bretagne, qui ont été identifiés au travers des questions importantes, également aux objectifs environnementaux du SDAGE 2016-2021, qui se traduisent pour ce SDAGE-là essentiellement par des échéances d'atteinte du bon état qui sont exigées par la directive 4 sur l'eau. Et puis ensuite, également, les enjeux d'adaptation au changement climatique, puisque pour ce SDAGE-là, même si le changement climatique n'était pas ignoré dans le SDAGE précédent, il y a eu un effort important fait pour une plus grande intégration de cette question. La carte qui est à gauche vous permet de visualiser en fait à la fois l'état actuel de nos cours d'eau par sous-bassin du bassin Loire-Bretagne, correspondant aux différentes commissions territoriales, et l'écart qu'il y a à faire par rapport aux objectifs que le président Pellico a rappelé et qui, à l'échelle du bassin, est de 61% de cours d'eau en bon état écologique en 2021. C'est donc un objectif qui est ambitieux, puisque globalement, on est
On a 1/3 de masse d'eau aujourd'hui en bon état et il faudra arriver à 2/3 de masse d'eau en 2021. Et pour atteindre ces objectifs, le schéma de droite vous montre l'articulation que l'on a entre les questions importantes que j'ai citées, le SDAGE lui-même, puisque pour répondre à ces questions importantes et pour atteindre les objectifs, il comporte des orientations fondamentales qui se déclinent en dispositions qui sont plus précises. Et puis également, le programme de mesures qui a été arrêté par le préfet coordonnateur de bassin après l'avis du comité de bassin, qui, lui, programme de mesures au sens action, définit des actions qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs d'État et qui sont après, qui doivent être, dont les acteurs locaux doivent se saisir pour qu'elles soient mises en œuvre concrètement sur les territoires. En fait, sur les principes, je finirai juste par un petit rappel sur la portée juridique du SDAGE. Le SDAGE, en fait, c'est un document qui a deux versants. Il y a un versant qui est pédagogique, qui est là pour bien faire prendre conscience de tous les enjeux liés à l'eau que l'on a dans le bassin, parfois d'ailleurs des enjeux qui peuvent être territorialisés, mais il a aussi une dimension juridique, puisqu'il s'impose dans un rapport de compatibilité un nombre de décisions administratives. Donc là, j'ai simplifié le schéma pour être plus clair. Très clairement, les documents d'urbanisme, comme ça a été dit tout à l'heure, doivent être compatibles avec le SDAGE. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils doivent être compatibles avec les SAGE. Et dans la construction du SDAGE 2016-2021, on a renforcé la subsidiarité entre le SDAGE et les SAGE. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des SAGE, mais avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt positif puisque c'est beaucoup plus facile sur des territoires dont les tailles se rapprochent d'avoir une bonne coordination, une bonne collaboration entre les commissions locales de l'eau et les structures qui sont en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme. Après le rappel de ces principes, je vais essayer très rapidement de décrire le contenu du SDAGE. D'abord, sous un premier aspect, la ressource en eau. Sur la ressource en eau, il y a d'abord une grande responsabilité des collectivités, et leur première responsabilité, c'est de s'assurer de la bonne préservation des ressources qu'elles utilisent pour l'alimentation de la population, au travers de deux outils essentiellement. Le premier, qui est bien connu, qui a déjà une histoire très ancienne, qui sont les périmètres de protection des captages, et l'autre qui est l'établissement de programmes d'action dans les aires d'alimentation de captage. Sachant que le SDAGE ne se prononce pas sur l'outil, c'est-à-dire est-ce qu'il faut prendre une voie réglementaire, est-ce qu'il faut prendre une voie contractuelle, il s'intéresse au contenu. Ensuite, on a un deuxième élément, c'est que le SDAGE protège pour l'alimentation en eau potable un certain nombre de nappes sur le bassin, qui sont des nappes qui sont de bonne qualité parce qu'elles ont une couverture imperméable qui permet de préserver cette qualité. Donc c'est plutôt un avantage pour les collectivités par rapport à d'autres usages. Par contre, certaines de ces nappes peuvent être également en zone de répartition des eaux, c'est-à-dire surexploitées. Et nous avons ici à Tours, sous nos pieds, la nappe du Cénomania qui était dans ce cas. Et si on surexploite de telles nappes, on risque un jour de dénoyer les horizons imperméables, de perdre la protection. Et donc pour le long terme, dans ce cas-là, il faut aussi avoir des actions de réduction des prélèvements AEP. Plus généralement sur la ressource, le SDAGE invite à des économies d'eau, notamment au travers de la réduction des fuites dans les réseaux, avec des objectifs assez élevés, et puis également l'établissement de programmes d'économie d'eau dans les SAGE, alors qui sont soit obligatoires dans les zones de tension sur la ressource, soit recommandés dans les zones où la ressource en eau est un peu plus abondante. En matière d'eau pluviale, il y a on retrouvera quelque chose d'assez classique, c'est qui porte sur l'amélioration, le traitement des rejets.
Donc soit parce qu'on est dans des réseaux usés, où on va empêcher des déversements trop importants directement au milieu, et donc les eaux qui seront captées de cette façon transiteront par la station d'épuration, soit sur les eaux pluviales, la mise en place de systèmes d'épuration. Mais plus fondamentalement, le SDAGE, au travers des zonages pluviales qui sont imposés par la loi, incite à l'utilisation de techniques alternatives, à la limitation de l'imperméabilisation. C'est-à-dire essayons de retenir l'eau à la source et pas forcément de l'amener au point de rejet. Et c'est complété par une disposition qui, effectivement, fixe un débit de rejet maximal pour les nouveaux aménagements, sachant que c'est une valeur par défaut dans le SDAGE et que dans le cadre des SCOT, notamment, vous pouvez très bien mener des études qui permettent d'adapter ces débits au contexte local. Concernant les pesticides, c'est un chapitre un peu difficile dans le SDAGE parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'outils sur les pesticides. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont dites déjà dans la loi, toujours dans cette idée de plutôt traiter les problèmes à la source. C'est l'interdiction législative de l'utilisation des pesticides, soit pour les particuliers, soit pour l'entretien de certains espaces verts. Mais donc, il y a quand même un rôle des collectivités dans la sensibilisation des particuliers à cet aspect. Ce n'est pas parce qu'une loi existe que nécessairement elle est mise en œuvre. Donc, il faut que les gens sachent que ça existe, il faut qu'ils changent leurs pratiques. Puis c'est également la question de la gestion de la période intermédiaire, mais qui se raccourcit effectivement, puisqu'on arrive à la fin de l'année 2016 et que l'interdiction approche. Et puis on peut également jouer sur les transferts. Donc j'ai beaucoup insisté sur le traitement à la source, mais il y a aussi tout ce qui se passe entre la pollution et puis le milieu aquatique, et notamment certains milieux, certaines infrastructures naturelles qui permettent une dégradation des pollutions pour qu'elles n'atteignent pas le milieu aquatique, comme par exemple les haies. Concernant les aménagements de cours d'eau, alors on a deux aspects. Un aspect qui est sur les capacités d'écoulement des crues. Alors il faut savoir qu'avec l'introduction des plans de gestion du risque d'inondation, une partie de ce qui constituait l'ancien SDAGE a été transférée dans le plan de gestion du risque d'inondation, tout ce qui concerne notamment la gestion du risque, et qu'il reste une partie commune au plan de gestion du risque d'inondation et au SDAGE, qui est l'orientation 1B, et qui se concentre sur les aspects de la ressource en eau, et préserver des capacités des zones d'expansion de crues, c'est protéger les secteurs qui sont sensibles aux inondations et qui se situent en aval. Concernant la continuité, c'est un sujet où la question des moulins monopolise souvent le débat. Donc, pas que ce soit un petit sujet, mais il y a d'autres ruptures de continuité, et notamment tout ce qui est franchissement de cours d'eau, que ce soit des franchissements pour des chemins ruraux, pour des routes, pour des autoroutes. Et on observe souvent qu'on peut avoir des affouillements en aval des ouvrages, ce qui constitue effectivement un frein à la circulation du poisson. Il y a également toute la question des conditions d'écoulement à l'intérieur de l'ouvrage. Si on n'a pas une hauteur d'eau suffisante, si on a une vitesse trop importante, le poisson ne peut pas passer. Donc il faut également penser à ça, et c'est ce qu'illustre ces deux photos. Sur les zones humides, le SDAGE confie les inventaires de zones humides aux commissions locales de l'eau, qui peuvent s'appuyer sur les communes ou les groupements des communes. Et ensuite, les collectivités ont en charge d'assurer une protection efficace de ces zones humides dans les documents d'urbanisme, ce qu'on retrouve à la disposition 8.1. Il ne faut pas oublier que, outre la biodiversité, les zones humides jouent un rôle important dans le cycle de l'eau et contribuent à l'atteinte des objectifs du SDAGE. Et pour finir, il y a la question de la gouvernance. Elle a déjà été très traitée. Et au travers de cette disposition 12C1 est posé le principe de ce que j'appellerais une association croisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Les commissions locales de l'eau ne sont pas au-dessus des structures qui construisent les documents d'urbanisme, et inversement,
mais il faut absolument que chacun se parle et prenne en compte les enjeux de l'autre. Je vous remercie.